Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Numérica Télévision dans le cadre de votre magazine Noticias, le magazine de la rédaction de Numérica qui commente l'actualité avec un invité. L'actualité, vous le savez, en République démocratique du Congo reste dominée par les assises qui se tiennent à la cité de l'Union africaine, le dialogue politique national inclusif. L'heure est au débat au sein des commissions, 3 commissions qui ont été créées. Nous allons discuter finalement de ces assises, mais également de la non-participation d'une certaine opposition à ce dialogue politique national inclusif avec un cadre de la majorité présidentielle. Il est sénateur élu de Sankourou, président de la commission Relations extérieures. C'est lui donc le porte-parole de la majorité pour ce qui concerne le dialogue politique national inclusif. Monsieur Léonard Ché Okitundu, bonsoir. Bonsoir. Merci, monsieur le sénateur, de répondre à notre invitation. D'abord, une première question sur le déroulement des travaux. Ça va jusque-là? Est-ce que les projections sont bonnes? Oui. D'abord, je suis membre de la commission des relations extérieures au Sénat, mais président d'une sous-commission, mais le président de la commission, c'est l'honorable Mokeni. Alors, les débats se déroulent tout à fait normalement jusqu'à présent. Et après, dans un premier temps, nous avons entendu les exposés des organisations qui sont intéressées par la question électorale, à commencer par la CENI, ensuite par le représentant des Nations Unies. Après, on devait aussi entendre une expertise nationale. C'est la l'INELIT, dans la personne de M. Bonso, Jérôme. Et puis, on a entendu aussi le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Et après, les membres du gouvernement qui sont concernés par aussi la question. Après toutes ces interventions, il fallait maintenant engager un débat général pour la problématique électorale dans notre pays. Donc les 3 parties prenantes principales, à savoir l'opposition, la majorité et la société civile, auquel on a ajouté aussi tout un panel de personnalités dont on a estimé que par leur sagesse, par leur expérience, ils pouvaient apporter une contribution importante aux conclusions de ces assises. Alors, après le débat général, maintenant, on devait nous répartir en commission, parce qu'en commission, c'est là effectivement que le vrai débat va avoir lieu, parce que c'est là il faut maintenant élaborer des avant-projets, des résolutions ou des recommandations qui seront soumises à l'adoption de la plénière. Avant de scruter finalement ces 3 commissions, venons d'abord aux exposés que vous avez suivis, les Nations Unies, l'OIF, mais également les experts nationaux et aussi la Commission électorale nationale indépendante. 3 options s'est dégagées finalement à la fin de ces exposés. Quels sont, est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent, parce que je crois que pour cette question, il faut un peu plus de pédagogie pour que ceux qui nous suivent comprennent exactement ce qui se passe à la Cité de l'Union africaine. Ces 3 options sont lesquelles? Les faiblesses, mais également s'il existe des avantages de ces 3 options qui sont d'abord dégagées jusque-là. Oui, quand on parle des 3 options, c'est particulièrement en ce qui concerne la révision du fichier électoral. Il faut rappeler que le but principal de ces assises, c'est la question électorale. Comment élaborer un processus électoral qui soit crédible, apaisé et conforme aux standards internationaux? Pour quelles raisons? C'est pour éviter la reproduction de ce qu'on a connu comme irrégularité lors des élections de 2006 et qui ont généré des conflits post-électoraux avec les conséquences dramatiques que l'on sait. Et puis, on a cru qu'avec le 2e cycle électoral, le problème était réglé. Excusez-moi. Mais la précipitation dans laquelle les élections de 2011 ont été organisées, parce qu'il s'est posé jusqu'à la dernière minute la question des problèmes techniques et même financiers, finalement, le gouvernement a dû se résoudre, vu la rétractation de la communauté internationale, a dû se résoudre à trouver les moyens en fonds propres pour financer les élections. Donc cette précipitation était telle que, là encore une fois, les irrégularités se sont accentuées
et puis on générait encore des conflits qui étaient beaucoup plus dramatiques que ceux de 2006. Alors cette fois-ci, nous voulons éviter pour le 3e cycle électoral ces genres de travers, pour que lorsque les résultats sont proclamés, tout le monde admette la vérité des urnes, parce que c'est cette vérité des urnes qui va conférer la légitimité au nouveau gouvernement, et cette légitimité garantit la stabilité institutionnelle et même la paix sociale. C'est le but du dialogue. Alors maintenant, pour traiter cette question, il fallait d'abord écouter l'organe attitré pour la question électorale, la CENI. C'est le pouvoir organisateur constitutionnellement établi pour organiser les élections. Alors, la CENI a commencé d'abord, conformément à la feuille de route que nous avons arrêtée lors de du comité préparatoire, a procédé à l'évaluation du processus électoral en général dans le pays. Il nous a dressé un tableau complet. Après, nous devrions examiner la question du fichier électoral. Par la suite, les mesures de confiance, ensuite la séquence des élections, et par la suite, l'élaboration du calendrier électoral, la question du financement des élections, la sécurisation des élections, tout ça pour aboutir à un accord qui nous permet de bien atterrir. Alors, concernant le fichier électoral, parce que la question fondamentale, vous ne pouvez pas procéder aux élections sans corps électoral. Or, dans notre pays, à l'ère actuelle, le corps électoral n'est pas déterminé. Pour quelle raison? Parce que, unanimement, tout le monde maintenant est arrivé à la conclusion que le fichier électoral actuel est corrompu. Certains même disent inapproprié, d'autres disent qu'il est infecté. Alors, dans ces conditions, les élections ne peuvent pas avoir lieu. Donc la première option, c'est l'option d'organiser élection avec l'actuel fichier. Avec l'actuel fichier, il faut l'écarter. Un moyen de nettoyage. Les avantages, c'est quoi? Les avantages, c'est que si on organise les élections sur la base du fichier actuel, c'est-à-dire le fichier de 2006, il ne faut pas oublier, alors à ce moment-là, nous pourrons respecter le délai constitutionnel, parce que 90 jours avant le terme du mandat du président de la République, en principe, on aurait dû convoquer le corps électoral. Mais ce corps n'existe pas. Par conséquent, on ne peut pas le convoquer. Mais si on tient compte du fichier de 2006, on aurait pu. Mais là, c'était exclure près de la moitié des électeurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux 17 millions, la population électorale actuelle est évaluée à 41, sinon 45 millions d'électeurs. Et là, exclure 17 millions d'électeurs, ce n'est pas normal. Là, c'est même violer la Constitution et même l'esprit même de notre propre démocratie, parce que nous voulons que les élections soient inclusives. Que tout le monde jouisse de ses droits civils. Effectivement. Donc, cette solution a l'avantage de respecter le délai, mais le désavantage s'exclut. La deuxième option, c'est celle de la révision partielle. Là, encore une fois, on ne résout pas les problèmes. Déjà, révision partielle, comme vous comprenez, alors que le fichier, globalement, est corrompu. On a abouti au même avantage et désavantage. On exclurait une grande partie de l'électorat, et en même temps, là, même pour la deuxième option, ce serait difficile même de respecter le délai constitutionnel. Mais la dernière option, c'est celle qui postule qu'on révisa le fichier électoral dans sa totalité. L'avantage, c'est que tout le corps électoral sera identifié, et en ce moment-là, le principe de l'inclusivité électorale va être respecté. Mais le désavantage, c'est que les élections ne pourront plus avoir lieu en 2016 comme c'est prévu. C'est là toute la question. Et on a tourné les trois options par tous les moyens. Aujourd'hui, je ne pense pas du tout. Même ceux qui étaient... j'ai vu quelques voix s'élever au nom de la société civile qui proposaient qu'on procède aux élections, même à l'enrôlement plutôt, au moment du vote. C'est-à-dire, vous venez, voilà, même jour. Et le même jour, vous votez. Voilà. On a suivi qu'il y a un délégué qui a fait cette proposition. Est-ce que c'est faisable techniquement pour la répartition des sièges, hein? Alors, vous commencez les élections alors que la répartition des sièges n'est pas encore
établi. Et pour procéder à la répartition du siège, il faut qu'on ait déjà identifié le corps électoral. Et donc pour la majorité, ou l'option qui paraît la plus plausible, c'est la troisième option. Ça veut dire refaire le fichier tel que la CENI le fait actuellement, avec cette opération qui a débuté dans le Nord-Ubangi. Donc il faut prendre, finalement, là, on ne réduit pas le délai et on y va selon le délai fixé par la CENI. C'est même l'option qui s'impose. Il n'y a même pas question de plausibilité. C'est vraiment la solution qui s'impose si l'on veut respecter le résultat des urnes et ne pas exclure une grande partie de l'électorat. Parce que exclure une partie de l'électorat, le résultat peut être contesté par ceux qui n'auront pas voté. Parce qu'ils peuvent estimer que, tiens, si nous on allait voter, peut-être que le résultat n'aurait pas été le même. Et là, vous savez que maintenant, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle par les citoyens existe sur le plan constitutionnel. Donc il y a beaucoup d'électeurs qui auraient pu user de cette possibilité pour contester les élections. Et je pense qu'ils pourraient finalement avoir raison. Et on aboutirait à un résultat non recherché. Si à vous entendre parler, c'est la troisième motion qui finalement s'impose. La révision totale, c'est d'autant plus, comme vous l'avez dit, la CENI a déjà commencé ce travail. Et ce dialogue aboutira à quoi? Parce que déjà, vous dites que c'est la troisième option qui paraît inévitable. Il faut passer par la révision totale, la réforme totale du fichier électoral. Ce dialogue va aboutir à quoi? À un accord, mais de quelle nature? L'accord, si vous voulez, a deux axes importants. Dans un premier temps, comme vous l'avez dit, qu'il y ait eu possibilité de respecter le délai constitutionnel ou pas, on devait nécessairement tenir le dialogue. Parce que nous voulons éviter ce qui s'est passé en 2006 et en 2011. Et là, il faut que tout le monde, on s'asseye autour de la table, parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de crise de confiance. Alors, pour qu'il y ait rétablissement de la confiance entre les partenaires, les acteurs politiques, il faut qu'on se mette d'accord sur la meilleure manière possible d'organiser les élections qui ne soient pas génératrices de conflits post-électoraux. C'est ça aussi la première question. Alors, l'accord, c'est dans un premier temps, sur cette question-là, comment et quelle option nous allons choisir pour la question du fichier électoral. On n'a pas encore tranché, je pense qu'on ira en commission, peut-être qu'il y a encore des composantes, voilà, mais c'est la plénière qui décidera. Pour nous, en tout cas, nous avons fait entendre notre position, c'est la réforme totale. Après, il faudrait maintenant qu'on se mette d'accord sur la séquence des élections. C'est la CENI qui est le pouvoir organisateur. Mais la CENI, tout en étant indépendante, son indépendance particulièrement en ce qui concerne l'établissement de la vérité des urnes. C'est là le problème. C'est là vraiment que l'indépendance a tout son sens. Le reste dépend pour les restes, les questions techniques, des politiques. Il faudrait, peut-être pas dépend, mais il faudrait que la CENI nous fasse des propositions et que ces propositions obtiennent quand même un consensus dans la classe politique. Tout ça, ça fait partie des mesures de confiance pour garantir la crédibilité même du résultat et que ces résultats ne soient pas contestables. Allez, alors qu'en est-il des séquences finalement? La séquence, des élections. Pour la séquence, bon, nous avons notre position. Nous estimons que toutes les élections se valent. Hein? Il n'y a pas lieu de privilégier l'élection présidentielle par rapport aux élections locales. C'est d'autant plus que déjà, les deux premiers cycles électoraux, on a eu affaire aux élections présidentielles et législatives. Mais les élections locales n'ont pas encore eu lieu depuis lors. Or, les élections locales sont constitutionnelles dans le cadre de la décentralisation. Nous avons opté dans ce pays pour un régionalisme constitutionnel. Et c'est sous forme de décentralisation. Et c'est sous forme de cette décentralisation que nous avons étendu le nombre de provinces. Les provinces actuellement sont parties de 10 provinces et la ville de Kinshasa à 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, les gouvernants de ces provinces sont nommés, hein, et même peut-être les gouverneurs ont été dernièrement élus, mais par des assemblées qui ont été mises en place depuis 2006. Vous-même sénateur depuis 2006, vous faites un deuxième mandat gratuit. Gratuit, c'est trop dire, parce que c'est constitutionnel.
c'est la Constitution qui prévoit que tant qu'il y a un nouveau Sénat, tant qu'une nouvelle Assemblée provinciale, et là aussi on reviendra encore sur la question du président de la République, tant qu'un nouveau président de la République n'est pas élu, les autorités qui restent en fonction. La séquence finalement des élections. Vous proposez de commencer les élections par la base pour finir enfin avec la présidentielle. Nous estimons que il est extrêmement important pour l'instant d'asseoir le pouvoir local pour rapprocher l'administration des administrés. C'est très important parce que notre pays est extrêmement vaste et le pays ne peut pas être gouverné depuis Kinshasa. C'est peut-être pour ça que parfois certaines choses ne marchent pas. Alors ces autorités locales doivent être établies pour que la démocratie locale soit une réalité et conformément à la Constitution. Et je pense que ça va même améliorer la gouvernance de ce pays, une gouvernance locale. Alors, nous pensons que cette fois, et puis comme ces élections n'ont jamais eu lieu, et qu'ensuite il y a une extension des provinces, les provinces actuellement ne peuvent pas continuer à être gouvernées par des autorités nommées. Mais pourquoi ne pas, finalement, après la révision totale du fichier électoral par la CENI, commencer les élections par l'élection présidentielle, puisque c'est une élection qui a un mandat bien délimité par la Constitution. La Constitution parle de 2 mandats, un mandat renouvelable une fois, et le chef de l'État épuise déjà son mandat, c'est 2 mandats. Et donc, quand la CENI aura terminé son boulot, la révision du fichier à travers l'ensemble du territoire, pourquoi la majorité ne veut pas respecter la Constitution en ce qui concerne l'élection présidentielle? Puisque vous entendez des analystes dire que c'est finalement un manque de volonté politique. Ça veut dire que la majorité savait tout droit qu'on se dirigeait vers cette hypothèse, organiser les élections, mais alors il fallait à tout prix chercher des mécanismes pour qu'il n'y ait pas élection dans le pays et que le pouvoir dure aussi longtemps possible, ou le plus longtemps possible. C'est un procès d'intention. Mais nous, sénateurs, vous savez... C'est un procès d'intention, c'est la majorité qui finance le gouvernement. D'abord, quand vous dites ça, vous suggérez que le mandat, en ce qui concerne les autres élections, n'a pas été délimité par la Constitution. Vous venez de le dire vous-même. Nous, sénateurs, au même titre que le président de la République, nous sommes là pour 5 ans, comme les chefs de l'État aussi pour 5 ans, les gouverneurs de province pour 5 ans, les assemblées provinciales, la même chose. Donc les délais constitutionnels pour toutes les élections est dans la Constitution. Vous ne pouvez pas dire que c'est seulement l'élection présidentielle dont le délai est fixé par la Constitution. Donc toutes les élections se valent. C'est ça la question. Il ne faut pas minimiser les élections locales par rapport à l'élection présidentielle. C'est complètement faux. Alors, comment vous comprenez? Et puis, il n'y a pas de vide de pouvoir parce que la Constitution a prévu un mécanisme qui empêche la vacance du pouvoir. Donc, tout a été prévu par la Constitution. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, les élections locales sont aussi importantes que l'élection présidentielle. Que ce sont des mécanismes finalement orchestrés par la majorité pour éterniser le président de la République en fonction jusqu'à un délai vraiment indéterminé, parce qu'on vous prête aussi l'intention de vouloir après ça réviser la Constitution. Ah, vous voyez, on nous prête, c'est toujours ça, on nous prête les intentions, alors que dans la feuille de route, la feuille de route que nous avons établie et qui va guider, qui guide actuellement les assises qui sont en train de se dérouler à la Cité de l'Union africaine, c'est la feuille de route. Il a été consigné très clairement l'engagement de toutes les parties prenantes à respecter la Constitution. Donc nous sommes dans les cadres constitutionnels. Il n'y a aucun problème. Si nous voulions réviser, on l'aurait fait depuis longtemps. Personne ne nous aurait empêché parce qu'on a la majorité au Parlement. On aurait pu procéder à la révision. Nous avons pris l'engagement de respecter la Constitution. Et puis en plus, je ne sais pas pourquoi, il y a toutes des suspicions dans ce sens. Et en même temps, il ne faut pas non plus considérer que la Constitution ne peut pas être révisée. Je n'ai pas, à mon avis, moi, je fonctionne ici, je suis en train de réagir en tant que juriste. Je ne pense pas du tout qu'on puisse empêcher la Constitution d'être révisée. La Constitution peut être révisée parce qu'elle-même a prévu les mécanismes de sa propre révision. C'est l'opportunité aussi qui pose problème. C'est l'opportunité de la révision, même si tous les articles de la Constitution peuvent être verrouillés, même le 220. Mais c'est l'opportunité. Le débat n'est pas là. Personne aujourd'hui ne veut modifier la Constitution et à aucun moment le pouvoir, il y a eu, quand les gens s'expriment et qu'ils veulent la révision de la Constitution, nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression. C'est ça la question. Quand il y a certaines personnes dont on nous accuse d'avoir été emprisonnés parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Alors,
il faut que, quand quelqu'un de la majorité exprime son opinion pour dire, tiens, nous pensons que cette constitution doit être révisée, on lui attire toutes les foudres. Ce n'est pas normal. Donc, dans un pays, il ne faut pas museler les gens, il faut laisser les gens s'exprimer. Mais actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et à aucun moment, aucune institution de la République, ni le Parlement, ni la présidence de la République, ni le gouvernement, personne n'a présenté un projet de révision constitutionnelle. Donc c'est un faux procès. Alors on ne peut pas comme ça continuer à vivre des suspicions. C'est pour ça, c'est pour résoudre aussi cette question de la crise de confiance entre nous que nous avons. Nous sommes mis d'accord effectivement pour nous retrouver autour du dialogue. Et la question des mesures de confiance, moi je suis dans la commission. Et qui est à la base de cette crise de confiance? Parce que c'est la majorité qui gouverne. Parce que c'est la majorité qui décide. Parce que c'est la majorité qui fait imposer sa loi à la minorité, que l'opposition. Mais non. La majorité ne veut pas écouter l'opposition. Pour manifester notre bonne foi, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu que cette question électorale soit traitée dans un cadre parlementaire. C'est pour ça justement que nous sommes sortis du cadre parlementaire pour parler du dialogue et associer la société civile à ce débat. Et que le débat soit ouvert et transparent et crédible pour que nous aboutions. Mais comment vous comprenez que une frange de la population et même l'opposition, ceux qui ne sont pas à la Cité de l'Union africaine, je parle du rassemblement de l'UDPS, etc., pensent que c'est vraiment la volonté manifeste de la majorité présidentielle de garder Joseph Kabila au pouvoir le plus longtemps possible? Non, pas du tout. Si le président de la République... D'orchestrer, finalement ce dialogue va orchestrer le glissement. Non, parce que... Favoriser le glissement et légitimer le glissement. L'UDPS ne peut pas dire ça, parce que l'UDPS, moi qui vous parle, j'étais dans les pré-négociations avec l'UDPS. Et là, encore une fois, on a pris l'engagement de part et d'autre de respecter la Constitution. Donc la question ne se pose pas à ce niveau-là. C'était un véritable procès de tension. Je crois que c'est une campagne d'intoxication pour le besoin de la cause que fait l'opposition. Mais là, franchement, je ne vois aucune preuve qui soit aujourd'hui tangible, qui puisse imputer à la majorité la volonté de modifier la Pourquoi alors, selon vous, le rassemblement ne vient pas au dialogue? Le rassemblement. Mais le rassemblement... Pourquoi Tshisekedi n'est pas au dialogue? Pourquoi l'UDPS n'est pas au dialogue? Mais l'UDPS, d'abord, vous avez vu qu'ils ont récusé le facilitateur. Jusqu'à présent, quand l'UDPS refuse de refuser au dialogue, de venir au dialogue, il y a 3 raisons qu'elle donne. Elle n'a jamais dit que c'est parce qu'on veut modifier la Constitution. En tout cas, ce n'est pas l'avis de l'UDPS. Je n'ai pas entendu le président de l'UDPS dire ça. Il récuse le facilitateur. Il voudrait que certaines mesures de confiance en matière de médias et en ce qui concerne les prisonniers. Ce sont les raisons qu'avance l'UDPS. Et l'UDPS dit, si ces conditions sont remplies, à sa manière, nous allons venir au dialogue. Pourquoi vous ne les remplissez pas? Mais écoutez, on a fait un grand effort là-dessus. Le problème, c'est que cette frange de l'opposition exige la libération des personnes qui ne sont pas libérables. Et puis, vous ne pouvez pas prôner le respect à géométrie variable de l'état de droit. C'est-à-dire Diomi Dongala? Écoutez, moi je ne rentre pas dans les cas particuliers. Tout ce que je sais, c'est que dans ces genres de circonstances, il faut prendre des mesures qui ne sont pas discriminatoires. C'est-à-dire, on fixe les conditions objectives à remplir pour pouvoir bénéficier des mesures de faveur. Si une personne remplit ces conditions-là, la personne est libérée. C'est ça ce qui est fait. Alors, il y a la possibilité qu'a le chef de l'État pour faire libérer les gens, c'est la grâce présidentielle ou la libération conditionnelle. Alors, tous ceux qui remplissent les conditions pour bénéficier de la libération conditionnelle le doivent l'être. La même chose aussi pour la mesure des grâces présidentiellement. On ne libère pas les gens aussi facilement. Par un coup de magie, on siffle. Non, il y a toute une procédure. Alors, si on vous comprend bien et ceux qui vous suivent, il y aura des prisonniers qui ne seront pas libérés. Ça veut dire qu'il ne faut pas compter avec la présence de l'UDPS et du rassemblement, puisqu'il y en a qui ne seront pas libérés. Et donc, vous savez de qui je parle, et vous savez de qui parle le rassemblement et l'UDPS. Donc, en fin de compte, est-ce que vous avez besoin de les voir encore au dialogue? Écoutez, nous ne sommes pas là pour, si vous voulez, nous faire dicter des injonctions par qui que ce soit. S'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. On n'est pas au gouvernement pour obtenir des directives de la part d'une formation politique pour gouverner. Alors vous n'êtes pas plus gouvernant. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a des prétentions que l'on fait. On demande au gouvernement des mesures de faveur. Je vais vous dire, c'est pour ça. On dit des mesures de faveur. Alors, ces mesures de faveur veulent bien dire que ce n'est pas une obligation
pour le gouvernement de libérer les gens, mais le gouvernement tient compte de certaines circonstances pour... Mais dans la recherche de la paix, dans la recherche voilà, de l'inclusivité, au nom de la sauvegarde de la paix, la seule possibilité qui existe pour libérer les gens, c'est par exemple, lorsque les poursuites ne sont pas encore engagées, on peut classer le dossier sans suite. Lorsque il y a les conditions pour obtenir la grâce présidentielle sont remplies, vous bénéficiez de la grâce, la même chose pour la libération conditionnelle. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, nous sommes dans un état de droit. Et par exemple, puisque vous avez cité certains cas, parce que vous avez commis un crime de guerre. On dit que Diomi a violé. Par exemple, alors s'il a violé, vous êtes une dame, les violences faites à la femme aujourd'hui, c'est considéré comme un crime contre l'humanité. Et aucun traité, aucun engagement international aujourd'hui n'autorise qu'on laisse quelqu'un qui a commis un crime contre l'humanité en liberté. C'est pas possible. Et ce crime-là était imprescriptible. Il y a un musicien qui était également frappé de cette affaire de viol, mais qui a été libéré. Et pourquoi pas la grâce présidentielle? Moi, je ne pense pas. Il faut bien examiner la chose. Ce n'est pas la grâce présidentielle. Pas du tout. Alors là, il ne faut pas comparer les choses qui sont tout à fait incomparables. Donc, tout ce que je vous dis pour l'instant, c'est que ce sont des mesures de faveur, et ces mesures de faveur, n'importe quel criminel ne peut pas prétendre à ces mesures de faveur. Si vous réfléchissez de cette manière, ça veut dire que, en fin de compte, le rassemblement, l'UDPS, ne viendra pas au dialogue. Écoutez, et vous en assumez les conséquences. Mais si vous voulez, on a tout fait pour que le dialogue soit pleinement inclusif. C'est clair. Moi-même, j'étais pré-négociateur pendant une année, avec l'UDPS. Bon, et à la fin de compte, l'UDPS s'est rétracté et a renoncé sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Et puis par la suite, avant même de renoncer, on était même d'accord, même sur la désignation du facilitateur. On accuse le facilitateur d'être kabiliste, mais c'est ridicule, parce que c'est l'UDPS elle-même qui a exigé que le facilitateur soit nommé par la communauté internationale et en particulier par les Nations Unies. Trop d'affinité avec les membres de la majorité, avec le cabinet du chef de l'État. Mais là, pas du tout. On l'a vu le 30 juin. Non, c'est un ancien Premier ministre. C'est le facilitateur de la communauté internationale. Ce facilitateur-là, il faut... Pourquoi vous ne les mettez pas finalement à l'écart de vos activités? Pourquoi il devait se retrouver à facilitateur, mais c'est l'UDPS, c'est l'opposition qui a demandé qu'il y ait un facilitateur. Ce n'est pas la majorité. Cette exigence-là, nous avons concédé pour rassurer l'opposition qui voulait qu'il y ait un témoin international. Ce n'est pas la majorité. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, le facilitateur n'interfère pas au fond du débat. Il n'a aucun pouvoir. Le dialogue aujourd'hui est dirigé par les Congolais eux-mêmes. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui discutent une question congolaise et ils vont trouver eux-mêmes la solution congolaise sans interférence extérieure. Le facilitateur n'a aucun moyen d'influer sur le résultat du dialogue. Allez aujourd'hui, qui dirige le dialogue aujourd'hui? C'est Tambo Mwamba et Vital Kamere. Qui est rapporteur du dialogue? C'est la société civile. Le facilitateur est là seulement pour donner la parole, et quand il voit qu'il y a dérapage, il rappelle les gens à l'ordre. Mais il laisse tout le monde discuter nous-mêmes. Donc, pour quelle raison, attention, discutons pour quelle raison on aurait l'intérêt à voir le facilitateur pour nous aider à faire quoi? Et dites-moi, le facilitateur va aider le gouvernement ou même la majorité à faire quoi? À rester au pouvoir? Qu'est-ce que le facilitateur a le pouvoir de décider que non, je préfère que la majorité reste au pouvoir? Non. À mettre un peu de pression le mode de pays, pas du tout. Mais comment il va la signature? Est-ce que vous croyez que ces délégués-là vont aussi se faire influencer par le facilitateur et laisser Kabila au pouvoir? Mais de quelle manière? Alors, à quoi je lui dépasse selon vous? Parce que vous avez été dans les négociations depuis le facilitateur, le jour de l'ouverture finalement de ces assises à la Cité de l'Union africaine. Edem Kodjo a dit qu'il existait un accord avec l'UDPS. Vous êtes au courant de cet accord? Est-ce que vous savez qu'il existe un accord avec l'UDPS? Cet accord est de quelle nature? Ça dit quoi? On a posé la question au secrétaire général de l'UDPS. Il a dit ne pas reconnaître qu'il existait un accord quelconque avec la facilitation, avec le pouvoir. Et puis, s'il dit ça, à quoi aura servi les pré-négociations pendant près d'une année avec l'UDPS? Écoutez, d'abord, je vous rappelle qu'on a été à Venise. Et lui-même a participé à la confection de la délégation. Nous avons été après Venise à Ibiza, ensuite à La Haye, aux Pays-Bas, ensuite à Bruxelles même 2 fois, et puis finalement on a été à Paris lorsque nous avons
été ensemble montrer au facilitateur qu'il a notre confiance, une confiance mutuelle, pour que il puisse servir de témoin international à ce dialogue. L'accord existe. Mais ici, il ne faut pas... Mais écoutez, je vous explique, vous m'avez appelé. Allez-y. L'accord, ce n'est pas un accord secret pour se partager le pouvoir. L'accord, c'est pour fixer les contours du dialogue. Autrement dit, c'est le travail que vient de faire le comité préparatoire au dialogue, que l'UDPS et la majorité présidentielle ont fait. C'est ça que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas venir comme ça dans les assises et commencer à établir le règlement de l'ordre intérieur immédiatement. Toutes les conférences se préparent en amont. Il y a des experts qui préparent le texte, le document de travail. Okay. C'est ce que nous avons fait. Alors, finalement, l'accord, on peut même aujourd'hui considérer que la feuille de route que nous avons établie lors du comité préparatoire remplace le préaccord que nous avons signé avec l'UDPS. C'est cela. Mais ce n'est pas un accord secret ou ce partage du pouvoir. Non, pas du tout. C'était pour fixer le contour du dialogue. Et c'est tout à fait normal. Et là, pour quelle raison? Parce que la majorité au pouvoir devait consulter la première formation de l'opposition politique. Il ne faut pas oublier. C'est l'UDPS qui est la première formation de l'opposition politique. Et puis ensuite, c'est cette formation-là qui a initié le dialogue au moment où toutes les autres formations, mais beaucoup, étaient farouchement opposées au dialogue. Donc c'était le meilleur interlocuteur de l'opposition pour la majorité, pour fixer le contour du dialogue. C'est cela. Donc nous, on a la conscience tranquille. L'accord nier l'accord et refuser de participer au dialogue. Voilà. Selon vous, à quoi joue l'UDPS? Ah non, mais c'est à l'UDPS qu'il faut poser la question. Ça, justement, ce n'est pas la majorité. Nous, en tout cas, on aura tout fait. On a la personne qui vous parle. J'ai été même... À un moment donné, ils ont même voulu opposer l'ordonnance présidentielle portant convocation du dialogue à la résolution du Conseil de sécurité. Alors, vous comprenez cela? Alors, on accepte la résolution, mais on refuse l'ordonnance du chef de l'État, alors que sur le plan constitutionnel, c'est le chef de l'État qui, au sens de l'article 69 de la Constitution, est le garant de la nation. C'est lui qui veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et c'est à lui qui revient la prérogative de convoquer le dialogue. Alors, c'est cela. Donc, si vous voulez, nous, on n'arrive pas à comprendre. D'abord, qu'on ait pu renoncer au préaccord et en même temps qu'on récuse le facilitateur pour des raisons qui sont tout simplement, je m'excuse le terme, mais fantaisistes, pour ne pas dire infondées. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison. Vous voyez vous-même, l'UDPS a voulu s'appuyer sur la communauté internationale pour garantir la crédibilité du dialogue. Mais cette communauté internationale, elle est pleinement représentée au dialogue, en permanence, non seulement dans les plénières, mais aussi dans les commissions. Elle est là. C'est pourquoi cette communauté internationale est là? C'est parce qu'elle voit très bien que les raisons avancées par l'UDPS ne peuvent pas, sont tout simplement irrécevables. Alors comment faire? Alors comment nous allons comme ça être prisonniers d'une formation politique et des caprices d'une formation politique? Non, à un moment donné, nous prenons nos responsabilités. Je pense que ce que nous faisons actuellement au dialogue, c'est dans l'intérêt de la population. Et la population elle-même verra qui travaille pour elle. Nous sommes là pour résoudre un grand problème et pour lui permettre à cette population, dans le cadre du code électoral, de se prononcer en toute liberté. Alors, chez Okitundu, comment finalement opposer les conclusions du dialogue à l'UDPS, au rassemblement, mais également à la population congolaise qui attend les élections cette année? Éviter des troubles dans le pays, vous sentez déjà la tension monter dans la capitale, mais également dans le reste des provinces. Comment finalement faire régner cette paix et comment opposer les conclusions de cette discussion du dialogue national à tous, opposition et à la population? La tension règne chez ceux qui veulent se comporter comme des marchands d'illusions. Mais le calme règne dans le pays, à part ce qui se passe à l'est de la République, mais ce qui se passe à l'est de la République démocratique n'a rien à voir avec la question électorale. Hein? Vous comprenez? C'est ça. Donc, ce sont les marchands d'illusions et en même temps, les gens qui veulent jouer aux apprentis sorciers. Mais ce qui s'est fait à Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, c'est dans l'intérêt de la population. Et puis, c'est mentir. Les populations m'écoutent. C'est mentir à la population qu'elle lui ferait croire que les élections peuvent avoir lieu cette année parce que le corps électoral n'existe pas et quand le corps est inexistant, on ne peut pas organiser les élections et le pouvoir organiser les élections l'a très bien dit et la communauté internationale, on a entendu, je vous ai dit, le représentant de l'OIF, des Nations Unies, tout le monde arrive à la conclusion qu'il est impossible d'organiser les élections cette année. Il n'y a pas élection, il n'y a pas élection. Voilà. Qui dirige le pays, donc à la clé,
il faut s'attendre finalement à ce gouvernement de transition dont on parle depuis. Là, ce sont les assises qui vont déterminer. Nous allons effectivement voir, parce que après, les négociations vont être sanctionnées par la conclusion d'un accord qui vont prendre en considération la question du fichier électoral, la question du calendrier et les séquences des élections, mais en même temps, la manière dont... Parce que après la fin du mandat actuel des institutions, les actuelles autorités vont rester au pouvoir jusqu'à l'élection des nouveaux gouvernants. Ça, c'est tout à fait clair. Bon, mais cette période-là, on n'est plus dans un mandat normal. Par conséquent, nous devons trouver une solution consensuelle pour la gestion du pays, mais une solution qui respecte la Constitution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. Dans le respect de la Constitution, nous allons trouver une solution consensuelle qui permette une gestion consensuelle. Ce n'est pas le président Kabila qui va diriger cette transition, que ça pourrait être quelqu'un de l'opposition, peut-être Étienne Tshisekedi, parce que Joseph Kabila... Mais nous, sénateurs, les gouverneurs actuels, ils sont au pouvoir, alors qu'ils ont été élus par le corps électoral de 2006, les sénateurs, c'est la même chose. Il en est de même, on ne dirait jamais assez, pour le chef de l'État, parce que c'est la Constitution qui... Donc, les travaux du dialogue politique national inclusif se clôturent avant le 19 septembre de cette année, vous le confirmez? On a donné 2 semaines, donc c'est ça. Donc, en principe, c'est cette semaine, la semaine qui vient là, qui permettra... La plénière sera convoquée mercredi pour l'adoption, en général? Voilà, en principe, mardi, nous allons livrer les délibérations des différentes commissions et en principe on viendra en plénière. Il y aura un débat général sur les conclusions et même les recommandations des commissions. Et après le débat général, nécessairement, nous allons aboutir à un accord. Merci beaucoup Léonard Tchéo-Kitundu d'être passé sur Numérica TV et nous donner des explications sur ce dialogue politique inclusif. Je vais vous laisser conclure finalement pour un dernier mot pour cette émission. Ceux qui vous suivent à Kinshasa et à l'extérieur, en ce qui concerne un message d'apaisement, parce que cette année il n'y a pas élection, pour qu'il n'y ait pas des troubles, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais finalement, les Congolais lambda qui vous suivent en ce moment? D'abord, il faut qu'ils ne se fassent pas intoxiquer par quelques acteurs politiques. Cette année, il est impossible d'organiser les élections. Donc c'est tout à fait clair, le corps électoral n'est pas établi. C'est pour ça que, pour que les élections aient lieu, il faudrait que l'opération qui a commencé au Nord Bangui, dans une expérience test et pilote, pour la révision du fichier électoral, il faut que cette opération s'achève. Et la CENI a demandé jusqu'au mois de juillet 2017 pour pouvoir terminer cette opération-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut démystifier la date du 19 septembre, tout comme du 20 décembre. Ce seront des jours ordinaires comme les autres. À partir du moment où toutes les organisations que nous avons entendues, les Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie et même la CENI, pouvoir organisateur, ont constaté l'impossibilité d'organiser des élections, il faut se rendre à l'évidence et rester calme parce que la vacance du pouvoir n'a pas été autorisée par la Constitution. Le pays va être gouverné comme il faut jusqu'à ce que les conditions prévues par la Constitution pour que les élections soient organisées de manière régulière, inclusive et même transparente soient réunies. Et c'est pour ça que nous allons attendre pour ramener la paix dans notre pays et puis ensuite permettre à ce que nous puissions nous-mêmes désigner les gouvernants qui puissent être dotés d'une légitimité qui leur permette de prendre les rênes du pays dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je rappelle que nous avons reçu Léonard Tchéo-Kitundu. Il est sénateur de la majorité présidentielle élu de Sankourou, membre de la commission Relations extérieures. C'est lui le porte-parole de la majorité au dialogue politique national inclusif. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Très bon type de programme sur Numérica TV. Bonsoir.